Au cours des dernières semaines de la guerre, le monde des Göring s'effondra avec une brutalité fulgurante. Le 28 avril 1945, Hermann Göring ordonna de faire sauter Karinhal, sa résidence trophée dans la Shorefide, afin d'empêcher que l'armée rouge ne la capture intacte. La démolition effaça le symbole le plus visible de son pouvoir, mais n'effaça pas ce que ce lieu concentrait. Privilèges, œuvres d'art, cadeaux d'État et surtout des biens liés au pillage que le Troisième Reich exécuta dans l'Europe occupée. Emmy Göring et sa fille Eda se retrouvèrent prises dans la même retraite désespérée que vécut la cime du nazisme. Le réseau de refuges alpins et de maisons réquisitionnées fonctionnait encore par inertie, mais il n'existait déjà plus de Reich capable de les protéger. Lorsque Göring tenta d'échapper à l'issue soviétique et chercha à se rendre aux Américains, il changea le destin de sa famille sans leur demander la permission. Le 9 mai 1945, des troupes des États-Unis le placèrent en détention près de Rastatt, en Autriche. À partir de ce moment, Emmy cessa d'être l'épouse du Reichsmarschall pour devenir une figure soumise aux interrogatoires et au contrôle, une témoin potentielle et un problème administratif. L'immédiate après-guerre ne ressembla pas à une prison unique, mais à un système de confinement et de transfert. Le 21 mai 1945, les autorités américaines internèrent Emmy et Eda au Palace Hotel de Mondorf-les-Bains, au Luxembourg, un lieu qui servait de centre de détention pour des personnes issues de l'entourage du nazisme. Dans cet hôtel, baptisé par les Alliés eux-mêmes camp Ashkan ou camp poubelle, se mêlait le silence des couloirs, le contrôle militaire et l'idée fixe que, bien que la guerre fût terminée, les noms de cette élite valaient encore comme preuve. Eda, qui était encore une enfant, passa d'une enfance entourée de domestiques et de cérémonies à une routine de surveillance, de règles étrangères et de bagages réduits au minimum. En parallèle, les Alliés engagèrent le désarmement matériel de l'Empire Göring. Les bijoux, les fourrures, les contes, et surtout, les œuvres d'art entrèrent dans un circuit d'inventaires et de saisies. L'objectif n'était pas seulement de punir, il s'agissait de reconstituer la carte d'un pillage. La collection de Göring devint un cas emblématique parce qu'elle réunissait des œuvres confisquées à des collectionneurs juifs et à des familles persécutées, et parce que Göring lui-même intervint comme acheteur privilégié au sein de l'appareil de spoliation nazi. Des enquêteurs alliés repérèrent des dépôts en Bavière et en Autriche et démantelèrent l'ensemble pour restitution, mise sous garde ou preuve. Lorsque le tribunal militaire international ouvrit à Nuremberg, en novembre 1945, Göring occupa le centre de la scène. Sa présence et sa stratégie marquèrent l'atmosphère du procès. Il parla, discuta, se défendit et chercha à se présenter comme un homme d'État. Cette exposition le transforma en visage public du nazisme vaincu, et cette même visibilité entraîna sa famille dans un examen constant. Tout avantage du passé devenait une tâche, tout objet conservé devenait suspect, toute explication sonnait comme un alibi. Le 1er octobre 1946, le verdict tomba. Le tribunal le déclara coupable et le condamna à mort. Pour Emmy et Eda, le jugement ne ferma pas l'histoire, il l'ouvrit. La condamnation déclencha un processus plus dur et plus long, car il ne s'agissait plus du destin personnel de Göring, mais de ce qu'il restait du système Göring en biens, réseaux et mémoire. À la veille de son exécution, le 15 octobre 1946, Göring se suicida avec une capsule de cyanure. La nouvelle ne frappa pas seulement sur le plan intime, elle figea aussi toute possibilité de négociation et durcit la logique administrative qui suivit. La vie d'Emmy et d'Eda Göring après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1947, le cas d'Emmy Göring se retrouva pris dans l'engrenage le plus délicat de l'Allemagne d'après-guerre, la dénazification. Son nom ne passa pas comme celui d'une veuve ordinaire. Les autorités la considéraient comme une figure publique du régime en raison de sa présence constante lors de cérémonies, d'actes culturels et de fonctions diplomatiques. Cette visibilité pesa davantage que tout argument de distance politique. Dans ce nouveau climat, Emmy ne discutait plus de prestige. Elle discutait de classification, de sanctions et de survie. Chaque démarche qu'elle tentait d'engager se heurtait au même mur. L'État et les autorités d'occupation estimaient que sa vie antérieure n'avait pas été neutre et que ses avantages n'avaient pas relevé de la sphère privée, mais d'un privilège sinistre dérivé d'un système criminel.
En 1947, un tribunal de dénazification dans la région de Munich la convoqua formellement et ouvrit un dossier centré sur une question simple. Quel degré de responsabilité sociale et morale incombait à quelqu'un qui, sans occuper de fonction officielle, avait servi de visage reconnaissable du pouvoir? L'accusation présenta des photographies, des témoignages et des registres attestant de sa participation à des organisations culturelles parrainées par l'État nazi. Sur cette base, elle soutint qu'Amy n'avait pas seulement accompagné le nazisme, mais qu'elle avait contribué à vêtir le régime d'une apparence de normalité, à le rendre présentable lors d'événements, de spectacles et de réunions, comme si l'éclat public pouvait compenser la violence politique. Amy répondit par une défense répétée. Elle affirma avoir agi en tant que personne privée, ne pas avoir pris de décision gouvernementale et avoir été poussée dans un rôle qu'elle n'avait pas recherché. Le verdict tomba en mars 1948 et la frappa précisément là où la dénazification sanctionnait le plus durement le statut civil. Le tribunal la classa comme belastete, c'est-à-dire comme une contrevenante importante au sein du système. Cette étiquette lui ôta le peu qu'elle pouvait encore revendiquer. Elle perdit les droits de propriété résiduelle, se vit bloquer ses demandes concernant des biens domestiques retenus par les autorités et reçut des interdictions affectant sa vie quotidienne. Restrictions pour travailler dans les secteurs publics, limitations pour participer aux institutions culturelles et obstacles à sa présence dans des espaces où son nom aurait pu devenir une plateforme politique ou une revendication du nazisme. En outre, le verdict lui ferma l'accès aux pensions liées aux anciennes fonctions étatiques de Hermann Göring, car la décision ne distingua pas entre épouse et bénéficiaire. Elle la plaça au sein de la structure de privilèges que le nouvel État devait démanteler. Amy fit appel presque immédiatement. Elle insista sur le fait que le tribunal avait exagéré son implication politique et souligna son absence de pouvoir formel au sein du gouvernement. Ses avocats appuyèrent cet argument par des éléments personnels tels que les responsabilités familiales, l'ignorance des décisions de haut niveau et le retrait de la vie publique dans les dernières années du régime. Avec le temps, ces appels adoucirent certaines restrictions pratiques, surtout celles liées aux déplacements et à l'emploi. Toutefois, les sanctions centrales demeurèrent comme une marque juridique et morale et la suivirent pendant des décennies comme une sentence identitaire. Pour l'État de l'après-guerre, elle n'avait pas été une simple spectatrice. À partir de la fin des années 40, Amy se trouva confrontée à un problème moins idéologique et plus direct. Elle devait résoudre comment vivre et assurer sa subsistance quotidienne. Elle tenta d'obtenir des compensations et réclama des droits à pension, mais ces demandes progressèrent lentement ou stagnèrent en raison de la charge politique du dossier. Elle ne retrouva pas un patrimoine confortable, ne reconstruisit pas un réseau de protection et s'appuya sur d'anciens liens pour subsister. Elle s'installa à Munich et mena une vie bien plus modeste que celle que le monde associait au Göring. Sa situation économique fut entourée de récits contradictoires. Certains la présentaient au bord de la misère, d'autres la décrivaient comme quelqu'un ayant atteint une certaine stabilité financière mais sans luxe. Une chose resta constante, Amy ne parvint jamais à reprendre le contrôle du récit public, et dans chaque conversation sur sa vie, le passé revenait comme une accusation. Dans les années 60, alors que l'Allemagne de l'Ouest montrait déjà une reconstruction matérielle et qu'une partie de la société cherchait à clore le sujet, Amy choisit de reprendre la parole. En 1967, elle publia son autobiographie Anne der Mann. Par ce livre, elle tenta de fixer une version définitive de son histoire personnelle et surtout de celle de Hermann Göring. Elle n'écrivit pas comme une témoin repentante, mais comme une défenseur de son mari. Elle le décrit comme un époux attentif et comme une figure injustement diabolisée et affirma une loyauté qui entra en collision avec le registre historique. En 1972 parut l'édition anglaise My Life with Göring, qui élargit la portée de cette tentative de réhabilitation domestique. Amy ne corrigea pas cette approche avec les années. Elle la maintint comme posture et comme refuge, même lorsque le monde traitait déjà l'héritage nazi comme une évidence irréfutable. Dans ces dernières années, sa santé se dégrada et son cercle se réduisit. Le 8 juin 1973, elle mourut à Munich, laissant sa fille comme seule gardienne d'une mémoire familiale qui ne put jamais se séparer du jugement moral de l'histoire. Eda resta à ses côtés jusqu'à la fin,
Et cette clôture consolida le dernier trait qui définit Amy après 1947, la persistance non pour reconstruire le pouvoir, mais pour résister à l'effondrement symbolique de son nom de famille. Edda, de son côté, entra en 1947 avec un problème qu'aucun tribunal ne pouvait résoudre: comment grandir sous un nom qui fonctionnait comme une sentence sociale. Cette année-là, tandis que le dossier de sa mère avançait, les autorités alliées débattirent brièvement de ce qu'il convenait de faire à son sujet en matière de tutelle. Le projet de la placer sous une garde extérieure apparut comme une possibilité, mais l'option de la rendre à Amy sous supervision finit par s'imposer lorsque la situation procédurale fut clarifiée. La décision évita une séparation formelle, mais montra clairement que le nom Göring transformait une mineure en affaire administrative. Après le verdict de 1948, Edda retourna avec sa mère à Munich et entama une vie qui ressemblait davantage à une reconstruction silencieuse qu'à un nouveau départ. Elle fréquenta des écoles locales, vécut dans des logements modestes et apprit, presque sans marge de choix, à cohabiter avec les regards et les rumeurs. Le nom la poursuivit comme une étiquette publique, mais elle ne s'en détacha pas. Au lieu de rompre avec lui, elle le conserva comme partie de son identité, même lorsque ce geste l'isola. Au cours des années 50, Edda chercha la normalité dans une Allemagne qui s'habitua à coexister avec le passé sans le nommer entièrement. Tandis que le pays se concentrait sur la reprise du travail, de la consommation et de la stabilité, elle suivit des voies discrètes: formation, emploi et vie privée sans grande exposition. Parvenue à l'âge adulte, elle entreprit des études de droit à l'université de Munich. Elle travailla un temps comme employée ou assistante dans le domaine juridique, puis se dirigea vers un emploi plus stable et moins visible, accomplissant des tâches techniques dans un laboratoire hospitalier comme assistante médico-technique. Elle conserva cette activité pendant des décennies. Elle ne se maria pas et n'eut pas d'enfants, et cette continuité renforça l'image d'une vie fermée, presque défensive, comme si toute expansion sociale pouvait impliquer d'affronter le poids du nom. Dans les années 70, Edda frôla de nouveau des milieux où le passé circulait sans retenue. Elle se lia pendant un temps avec le journaliste Gerd Heidemann, et cette proximité la plaça dans un circuit où le Troisième Reich ne fonctionnait pas comme un avertissement, mais comme une conversation constante. Dans ces réunions, le souvenir se mêlait à la nostalgie, au fétichisme et au réseau d'anciens membres du régime. La présence d'Edda dans ce monde n'impliqua pas une militance ouverte, mais révéla sa principale inclination. Elle n'acceptait pas le verdict moral porté sur son père comme partie de sa biographie. Cette position se durcit avec les années. Dans des entretiens sporadiques des décennies 1990 et 2000, Edda défendit Hermann Göring par une formule persistante. Elle le décrivit comme un « père affectueux » et évita de confronter les crimes associés à son rôle historique. Lorsqu'on l'interrogeait sur la responsabilité, elle répondait à partir de la mémoire intime, non des documents. Elle soutenait ce souvenir d'un père protecteur et affirmait que le monde avait déformé son image. Cette réponse la sépara même de certains secteurs de sa famille élargie et d'autres générations allemandes qui, avec le temps, choisirent une relation plus critique avec l'héritage nazi. Dans ces dernières années, Edda vécut discrètement, passa une période à Schwaz, en Autriche, puis retourna à Munich. Elle mourut le 21 décembre 2018. Les notices nécrologiques soulignèrent la même idée. Elle maintint sa loyauté jusqu'au bout, et cette fidélité fit d'elle un symbole inconfortable, car elle montra que la défaite militaire de 1945 ne garantissait pas une défaite intime dans toutes les familles du nazisme. Le contraste apparut même au sein de l'arbre Göring lui-même. Bettina Göring, petite nièce de Hermann née après la guerre, prit une voie opposée. Dans des entretiens publics, elle rejeta la narration familiale, parla du poids psychologique du nom et raconta une décision extrême visant à rompre la lignée. Elle et son frère choisirent de se faire stériliser volontairement afin de mettre fin à la lignée et d'éviter qu'une nouvelle génération n'hérite de ce qu'elle décrivit comme l'ombre de Göring, la famille de Himmler après la chute du Reich et la dénazification de l'Allemagne. Tout comme ce fut le cas pour la famille de Göring, un autre dirigeant nazi laissa un héritage sinistre dans sa lignée de sang. En mai 1945, après l'effondrement du Reich, Heinrich Himmler, chef des SS et l'un des piliers du système répressif nazi,
tenta de s'échapper sous une fausse identité avec un petit groupe d'aide. Il se déguisa en sergent et circula dans le nord de l'Allemagne, cherchant une brèche dans le chaos. Le 22 mai 1945, un contrôle britannique près de Bremervörde l'arrêta et le sépara du flot de fugitifs. Dans les heures suivantes, il fut transféré vers des installations d'interrogatoire dans la région de Lunebourg et, le 23 mai, lors d'un examen médical sous garde britannique, il mordit une capsule de cyanure dissimulée et mourut en quelques minutes. Il fut enterré dans une tombe non marquée aux abords de Lunebourg. L'emplacement exact fut délibérément laissé flou. Cette fin soudaine ne referma pas l'histoire de la famille Himmler, elle l'ouvrit. Margaret Himmler et sa fille Gudrun n'avaient plus de centre vers lequel revenir, car ce centre avait cessé d'exister. Dans la phase finale de la guerre, toutes deux se déplacèrent vers le sud, tandis que les lignes alliées avançaient et que les anciens circuits de sécurité se désintégraient. En mai 1945, des troupes américaines les arrêtèrent dans la région de Bolzano, en Italie, et les placèrent sous garde en tant que parentes directes d'un dirigeant recherché. À partir de ce moment, la vie de Margaret et de Gudrun devint une succession de transferts. Elles furent déplacées entre des camps d'internement en Italie, puis en France, et enfin en Allemagne, toujours selon la même logique, éviter les fuites, extraire des informations et les maintenir disponibles comme témoins potentiels. Les interrogatoires poursuivaient deux objectifs: repérer des réseaux résiduels tels que des contacts, des dépôts ou des routes d'évasion, et localiser des documents ou de l'argent dissimulés. Dans les rapports alliés, Margaret apparut comme une femme réservée qui nia toute connaissance des affaires officielles de son mari et se présenta comme épouse et mère. Cet argument lui servit en partie car les interrogateurs conclurent qu'elle n'avait pas contrôlé de structures opérationnelles, mais il ne lui permit pas de retrouver dignité, patrimoine ou normalité. Pour Gudrun, le choc eut une dimension psychologique différente. En 1945, elle était déjà adolescente et portait un lien d'idolâtrie que Himmler avait cultivé pendant des années. Il l'appelait « Puppi », la montrait lors de visites et l'avait intégrée à une image domestique soigneusement construite. Dans les camps, cette image se brisa de plein fouet. Pour les Alliés, Gudrun n'était pas la petite fille du Reichsführer. Elle était une source potentielle d'information et un symbole de l'effondrement. Dans des témoignages ultérieurs, elle décrivit cette période comme la plus dure de sa vie et soutint l'idée d'un châtiment familial, comme si la faute du père s'était déplacée sur la fille. En 1945 et 1946, les grands procès contre la direction nazie dominèrent la scène et Nuremberg devint une machine de vérité judiciaire et de propagande politique. Margaret et Gudrun ne furent pas inculpées devant le tribunal militaire international, mais elles furent appelées à témoigner au cours du procès, puis maintenues en détention dans des installations d'internement en Allemagne, notamment à la Flak-Kaserne de Ludwigsburg. Cette phase prolongea l'incertitude. Chaque audience publique exposant l'appareil criminel nazi durcissait aussi le climat autour des familles. En novembre 1946, lorsque le cycle principal de Nuremberg fut achevé, les autorités les libérèrent de l'internement. La libération ne signifia pas un retour à la maison, car leur domicile faisait l'objet de litiges et de saisies, les comptes étaient gelés et le nom était devenu une marque sociale. Lors de ce premier retour, toutes deux cherchèrent refuge à Bethel, une institution protestante de Bielefeld. La décision suscita une controverse publique. Héberger la veuve et la fille de Himmler fut perçu par beaucoup comme une provocation morale dans une Allemagne qui comptait encore ses morts et reconstruisait ses ruines. Bethel justifia le geste par un principe chrétien de pardon, mais le débat révéla un point essentiel. Dans l'après-guerre, la chute du Reich se joua aussi sur le terrain symbolique, et la famille Himmler se retrouva au centre de cette lutte. Vint ensuite la seconde phase du châtiment, l'administrative. En Allemagne, la dénazification n'opéra pas seulement par des tribunaux pénaux. Elle passa par des commissions qui classèrent des millions de personnes selon leur proximité avec le régime. Les Alliés distribuèrent des questionnaires massifs appelés Fragebögen et encouragèrent des procédures locales qui, avec des résultats inégaux, tentèrent de distinguer coupables, bénéficiaires et collaborateurs. Ce système transforma la vie civile en un filtre permanent. Margaret entra dans ce filtre par deux voies, par son mariage et par son propre parcours au sein d'organisations liées à l'État nazi,
en particulier dans le domaine social et sanitaire. En 1948, un tribunal de dénazification à Bielefeld la classa comme contrevenante mineure, mais elle fit appel et chercha à alléger le poids de cette classification. Le 19 mars 1951, la procédure la plaça en catégorie 4 comme Mittelverein, c'est-à-dire suiveuse ou sympathisante, une étiquette qui évitait de lui attribuer des crimes directs, mais confirmait qu'elle s'était enrichie et avait accompagné le système nazi. Cette clôture ne dura pas. En arrière-plan, une question matérielle rouvrit la plaie, la propriété de la maison familiale de Gmünd et le débat sur la part du patrimoine pouvant être considéré comme un gain du régime. Une nouvelle procédure fut activée à l'initiative politique en Bavière et liée à la zone d'occupation britannique. Le 15 janvier 1953, lors d'une audience finale à Munich, elle fut reclassée en catégorie 2 comme Belastet, c'est-à-dire bénéficiaire, activiste ou profiteuse du système. La sanction ne paraissait pas spectaculaire en termes d'emprisonnement, mais elle frappa là où cela faisait mal dans l'Allemagne d'après-guerre. On lui imposa 30 jours de travail punitif et on lui retira les droits à pension ainsi que le droit de vote. Margaret interpréta cette décision comme une humiliation personnelle et rédigea des plaintes où elle se décrivait comme victime de la haine alliée. Le dossier, au contraire, la traita comme membre d'un cercle qui avait vécu du pouvoir et ne s'en était pas distancié. Gudrun traversa la dénazification sous un autre angle. Elle ne fut pas jugée comme une adulte, mais le système la poussa vers une clandestinité sociale. Dans les années suivantes, elle chercha du travail et essaya des noms alternatifs pour éviter la tension, mais l'entourage la reconnut toujours. L'essentiel ne fut pas le travail, ce fut l'identité. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest reconstruisait ses institutions et recherchait la stabilité, Gudrun maintint une loyauté rigide envers son père et rejeta le consensus moral qui s'imposa autour de sa figure. Cette fidélité la conduisit, plus tard, vers des cercles d'anciens SS et des réseaux d'aide aux ex-membres, un pont silencieux entre le passé vaincu et les marges politiques de l'après-guerre. La vie de Gudrun Himmler et du reste de la famille Himmler après la Seconde Guerre mondiale. Gudrun Himmler sortit de l'internement allié sans aucune vie antérieure à laquelle revenir. Au lieu de rompre avec son passé, Gudrun choisit l'inverse. Elle le protégea, le défendit et en fit une identité. Dans les premières années de l'immédiat après-guerre, Gudrun évolua au sein d'un pays qui réorganisait sa morale publique à coups de tribunaux, de dossiers et de silence. Pour elle, la dénazification classait, sanctionnait et dégradait. Et pourtant, le tissu social conservait encore certains foyers de loyauté envers le Reich vaincu. Gudrun décida qu'elle devait trouver ses restes de résistance et elle y parvint avec facilité. En 1951, elle épousa Wolf-Dieter Burwitz, un homme lié au milieu d'extrême droite et associé au parti NPD en Bavière. Le couple s'installa près de Munich et eut 2 enfants. Vers l'extérieur, elle s'inscrivait dans un moule classique, épouse et mère typique avec sa routine de voisinage. Vers l'intérieur, elle maintenait une fidélité sans faille envers Himmler et envers ce qu'il avait représenté. Cette double vie devint plus visible lorsqu'elle entra au cœur bureaucratique de l'Allemagne de l'Ouest. Entre 1961 et 1963, Gudrun travailla comme secrétaire au siège de Pullach du Bundesnachrichtendienst ou BND, le service de renseignement extérieur de la République fédérale. Pour ce faire, elle utilisa un nom d'emprunt. Des décennies plus tard, le BND lui-même reconnut son recrutement et admit avoir employé la fille de Heinrich Himmler en pleine guerre froide. Cette reconnaissance, relayée par la presse, ouvrit un débat embarrassant. Le cas reflétait-il la continuité de réseau et une tolérance institutionnelle envers des biographies compromises, ou montrait-il simplement la normalisation pragmatique d'une société qui recherchait du personnel ayant des contacts et un passé anticommuniste? Quelle que soit la lecture, le fait était indéniable. Gudrun Burwitz y travailla pendant 2 ans, à une époque où l'appareil d'État absorbait encore des figures et des milieux liés à l'ancien régime. Après cette expérience, Gudrun renforça son lien avec le monde des vétérans de la SS et des familles qui refusaient d'accepter la défaite comme une rupture morale. En 1951, se consolida publiquement une structure clé, Stillhilfe für Kriegsgefangene und Internierte, l'aide silencieuse aux prisonniers de guerre et internés.
L'organisation se présenta comme un secours humanitaire pour prisonniers et internés, mais accumula les critiques pour avoir soutenu d'anciens membres de la SS, facilité des défenses juridiques et maintenu des réseaux de solidarité avec des criminels condamnés ou en fuite. Son impulsion initiale était attribuée à des figures aristocratiques et conservatrices, et au fil des années, elle fut liée à l'écosystème des apologistes et des révisionnistes. Gudrun n'était pas une simple sympathisante. Plusieurs enquêtes journalistiques la décrivirent comme une présence emblématique de ce milieu, quelqu'un qui écrivait des lettres, collectait des fonds et entretenait l'esprit de camaraderie, alors que le reste du pays cherchait à oublier. La manière dont Gudrun opérait n'était presque jamais tapageuse. Elle évitait les caméras, refusait les interviews et choisissait la discrétion comme armure. Pourtant, sa figure circula sur des photos de réunions privées, entourée d'hommes vieillissants qui continuaient à se traiter comme des officiers. Ces images frappaient parce qu'elles ne montraient pas le repentir, mais une impertinence audacieuse. Dans de rares déclarations, elle nia que son père incarna le mal décrit par les archives et soutint une version domestique selon laquelle il avait été un grand homme et quelqu'un qui avait fait de bonnes choses pour l'Allemagne. Ce type de phrase n'était pas seulement une défense sentimentale. Elle cherchait à fonctionner comme une accusation contre le récit historique, car Gudrun insistait sur le fait que les vainqueurs déformèrent le passé. La portée réelle de Stil-Ilf devint un thème récurrent, car l'organisation apparaissait associée dans divers récits à des soutiens matériels ou juridiques apportés à des figures poursuivies. Dans cette constellation, on mentionnait des noms comme Klaus Barbie et d'autres anciens membres de l'appareil SS ou policier. Le point clé n'était pas un commando secret de l'après-guerre, mais un réseau d'assistance qui opéra dans des zones grises en facilitant des dons, des avocats, des contacts, une aide aux familles et, dans certains cas, un soutien moral à des fugitifs. En Allemagne, cette ambiguïté compliqua la réponse de l'État. Poursuivre pénalement une organisation caritative s'avérait difficile, mais l'ignorer impliquait de tolérer une mémoire active du nazisme. Gudrun se maintint dans cette marge pendant des décennies sans recevoir de condamnation formelle pour ses activités et transforma ainsi sa vie en symbole, la fille du Reichsführer qui vécut comme si la défaite n'avait jamais été un jugement définitif. Le 24 mai 2018, Gudrun Burwitz mourut à Munich à l'âge de 88 ans. Sa mort déclencha une clôture médiatique presque inévitable. Nécrologies et articles rappelèrent, une fois encore, qu'elle n'avait jamais répudié son père. Le fait de son passage au BND et l'image de Stil-Ilf réapparurent également comme si sa biographie condensait le dilemme allemand de l'après-guerre, reconstruction institutionnelle rapide, mémoire tardive et poche persistante de loyauté radicale. Tandis que Gudrun défendait l'héritage, le reste de l'arbre Himmler se fragmenta en destins très différents. Margaret Himmler, sa mère, survécut à l'internement et à la dénazification, mais ne retrouva ni prestige ni stabilité. Dans l'après-guerre, elle vécut dans l'orbite de sa fille et termina ses jours à Munich. Elle mourut le 25 août 1967. Son parcours laissa une trace de déni et de ressentiment et renforça le climat domestique qui soutint Gudrun, celui d'une famille qui se sentait punie pour être le mauvais Himmler et non pour ce que ce Himmler avait fait. Dans la génération précédente, les frères de Heinrich offraient un contraste éclairant. Ernst Hermann Himmler, le cadet, ne connut pas l'après-guerre. Il mourut le 2 mai 1945 lors des combats finaux à Berlin, enrôlé dans le Volkssturm lors de l'effondrement du Troisième Reich. Sa mort laissa une branche tronquée, mais son nom de famille survécut à travers ses descendants. Gebhard Ludwig Himmler, l'aîné, traversa quant à lui le Nouveau Monde. Les autorités alliées l'arrêtèrent, l'internèrent et le libérèrent en 1948. Après sa libération, il reconstruisit une vie discrète à Munich, travailla dans des milieux techniques et industriels, puis se lia plus tard à un bureau culturel germano-afghan qui facilitait des conseils et des stages pour étudiants. Il mourut à Munich le 22 juin 1982. Son cas montra une autre stratégie familiale, survivre sans proclamation, éviter les projecteurs et laisser le temps ensevelir le lien avec le frère le plus infâme. La rupture la plus forte vint d'une génération ultérieure. Catherine Himmler, née en 1967 dans la branche d'Ernst, choisit ce que Gudrun avait rejeté, enquêter et parler.
Elle se forma comme politologue et publia en 2005 un livre qui retraçait l'histoire des frères Himmler comme une histoire familiale allemande, avec une question centrale. Comment une famille de classe moyenne avait produit, nourri ou toléré une trajectoire ayant abouti au Reichsführer SS. Cette décision ne visait pas à blanchir le nom, mais à comprendre le mécanisme social et domestique qui rendit possible l'impensable. Ce tournant générationnel devint encore plus visible en 2014, lorsque fut rendu public un ensemble de lettres, de photographies et de journaux liés à Himmler et à son entourage familial, découverts en Israël et authentifiés par le Bundesarchiv, donnant lieu à des publications et à des débats dans la presse allemande. Le matériau montre une cohabitation glaçante entre le domestique et le criminel, affection conjugale, affaires quotidiennes et, tout autour, la machinerie génocidaire. Pour de nombreux lecteurs, l'impact ne réside pas dans une nouvelle malveillance révélée, mais dans la normalité avec laquelle le bourreau écrivait depuis son bureau. Dans ce miroir, la famille Himmler se trouva exposée dans deux directions, comme destinataire de cette intimité et comme héritière du poids moral. Gudrun choisit de garder le mythe. Catherine choisit de le briser avec des documents.